Bonjour à tous, chers auditrices et auditeurs, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 11 avril 2018. Comme vous avez pu le lire, aujourd'hui sera publié l'indice des prix à la consommation des États-Unis, attendu à 14h30 heure française, avec par la suite, un peu plus tard dans l'après-midi, les minutes du FOMC. Donc en clair, comme vous le savez, les minutes c'est le détail de ce qui s'est dit 3 semaines plus tôt lors de la décision des taux du FOMC. Donc on va savoir qui a voté pour une hausse des taux, qui a voté contre, etc., etc. Et vraiment un bilan complet d'une vingtaine de pages sur toutes les analyses. Et dont ce que le marché attend, c'est vraiment une analyse sur le FOMC, je parle bien, c'est une analyse sur les guerres commerciales, donc quel est le commentaire du FOMC sur ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui, euh, qui ont grandi depuis la dernière publication, depuis les dernières minutes du FOMC qui était, il me semble, en février, mi-février. Oui, c'était ça, c'est bien mi-février, les dernières minutes du FOMC. Voilà. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je sais également, j'espère que vous allez bien. Écoutez, oui, je vais très bien, merci. Voilà, Raymond nous dit que ça va bien. Que demander plus exactement? Que demander plus? Donc la santé va bien, c'est parfait. Eliane, bien le bonjour à vous. Loïc, que je salue. Alors on va commencer tout de suite par le versement assuré, ce que vous commencez à connaître, mais que je vous invite à prendre toujours connaissance. Le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité, prêt en tarif risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prêt en tarif risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Au niveau du briefing de l'actualité, j'essaie d'être précis, mais en même temps assez complet. Donc on a eu, comme vous savez, une hausse des marchés actions hier suite aux annonces de Xi Jinping prônant une plus grande ouverture de l'économie chinoise et qui s'est poursuivie ce matin, on va le voir un petit peu plus tard, mais du côté de la Banque populaire de Chine. À noter que cette semaine, nous entrons dans la publication des résultats des entreprises pour le premier trimestre et dont bon, ça a déjà commencé, mais le premier mastodonte sera JP Morgan vendredi, et ensuite ça sera la semaine prochaine avec Johnson Johnson et par la suite des plus grosses entreprises encore. On a eu un premier indicateur mesurant l'inflation qui a été publié hier aux États-Unis, l'IPP, l'indice de prix à la production, qui a surpris à la hausse au mois de mars, tant l'indicateur principal, qui est ressorti à 3%, que l'indice sous-jacent à 2,7. Donc, hausse inattendue, surprise positive, de l'indice des prix à la production, ce qui permet d'avoir un biais positif pour l'IPC, attendu cet après-midi, à 2,1%, me semble-t-il. On va voir ça dans un petit instant. Sinon, autre fait marquant de la veille, les cours de pétrole qui ont bondi à des niveaux des plus élevés depuis 2014, après l'annonce comme quoi l'Arabie Saoudite chercherait à faire remonter le cours du Brent à 80 dollars le baril. Et enfin, Yin Gang, de la Banque populaire de Chine, a déclaré que la Chine ne dévaluerait pas sa monnaie pour faire face aux problèmes commerciaux avec les États-Unis et que la Chine va permettre aux entreprises étrangères de concurrencer sur un pied d'égalité les entreprises financières nationales. Parce que vous savez que déjà, c'est assez compliqué pour une entreprise étrangère d'entrer dans le marché chinois, et encore plus pour les financières. Voilà, donc clairement, entre les propos de Xi Jinping et les propos du directeur de la BPOC ce matin, qui prône une ouverture de l'économie chinoise, ça donne des perspectives positives, ou en tout cas ça rassure un petit peu sur les relations commerciales qui va y avoir, qui vont se développer entre les États-Unis et la Chine prochainement. Voilà, on voit très bien que la Chine fait des concessions, donc les États-Unis, c'est possible que finalement, c'est même plutôt fortement possible. Après, c'est vraiment un point de vue personnel, mais en tout cas, ça me semble possible que les États-Unis ne mettent pas en place ce qu'elle a promis de faire envers la Chine, c'est-à-dire taxer 150 milliards de dollars de produits chinois. Voilà. 150 milliards de dollars, c'est, il me semble, un tiers des exportations chinoises vers les États-Unis. Voilà, maintenant j'ai essayé d'être un peu plus diversifié. Je vais essayer d'ajouter des propos. Nouvelle étude rapide,
des petits graphiques dans chaque webinaire pour que ça change un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui on parle de l'Australie parce que vous savez que le dollar australien c'est la devise qui est pour le moment la plus sous pression en raison des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. C'est donc celle qui offre également le rendement potentiel le plus élevé si ces tensions commerciales eh bien diminuent, voire même sont sont oubliées. Donc voilà, s'il n'y a pas de guerre commerciale, l'AUD sera la devise qui bondira, qui surperformera le plus le Forex probablement. Donc pourquoi l'AUD est plus sous pression? Regardez vers où l'Australie exporte le plus en 2016. 35% la Chine, 12% le Japon, en clair l'Asie, hein, le Royaume-Uni qui est même devant les États-Unis. Voilà. Donc Australie, premier exportateur vers, enfin son premier partenaire, c'est la Chine. Et à noter que j'ai pas mis un graphique sur la balance commerciale, mais la balance commerciale est positive entre l'Australie et la Chine. C'est-à-dire que l'Australie exporte plus qu'elle n'importe avec la Chine. Voilà. C'est un des rares pays d'ailleurs, hein, enfin parmi les plus grandes puissances, parce que la Chine, voilà, elle exporte beaucoup plus qu'elle n'importe, que ce soit avec la zone euro, que ce soit avec les États-Unis, voilà. Et qu'est-ce qu'exporte l'Australie vers la Chine? Eh bien, vous pouvez vous constater principalement des matériaux, que ce soit des hard commodities comme les métaux, comme des matériaux précieux comme l'or, mais également, vous voyez, de la laine, on retrouve du vin, et ensuite, vous voyez, beaucoup de matières premières, hein. C'est beaucoup de produits primaires et non pas des produits transformés. Voilà, donc on a clairement des minerais qui sont dont l'Australie exporte. Et ça montre très bien l'économie australienne, ce dont elle est composée au niveau des exportations. Au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, on peut constater qu'on a eu un rebond des marchés actions qui s'est poursuivi qui a commencé non seulement en Asie hier matin, mais qui s'est poursuivi dans la séance européenne, mais également à Wall Street. On a le Nasdaq qui prend 2,07%, le S&P 1,67 et le Dow 1,79. On a le DXY qui est en baisse et d'ailleurs qui émet un signal baissier ce matin, tant sur le DXY que sur notre dollar index maison, si je puis dire. Et on a le rendement du 10 ans qui perd un point de base, mais concrètement il se stabilise, comme vous pouvez constater, autour des 2,80%. Ça fait maintenant à peu près une dizaine de jours qu'il se stabilise autour de ce rendement. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose, hein. Et ce matin, donc on a plutôt, j'ai l'impression, des mouvements contraires aux récentes tendances depuis le début de la semaine concrètement. Donc on a des prises de bénéfices. Voilà, donc le yen, il y a un rachat de position, le gold rebondit, il est en hausse parce que voilà, mécaniquement il est coté face au dollar donc il progresse. On a le Nikkei qui est en baisse, prise de bénéfice sur le Nikkei, et le Hang Seng qui est en hausse. Et au niveau du calendrier économique, on a pas mal d'annonces aujourd'hui. On va commencer à 10h30 avec des statistiques sur le commerce britannique, avec notamment la balance commerciale qui sera attendue. Vous pouvez voir en une baisse du déficit, donc moins 2,6 milliards de pounds contre moins 3 à peu près milliards de pounds pour ce qui est du déficit commercial. Viendra ensuite un discours de Mario Draghi. Alors on va voir ça de plus près. Quel est le sujet de ce discours? Vous voyez à 13h, Mario Draghi, Génération Euro. Donc il s'exprimera devant des étudiants de 11 pays qui vont poser leurs questions. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose qui va être. C'est possible que Mario Draghi annonce, voilà, qui donne son point de vue sur l'économie, mais de là à dire que on va avoir des annonces majeures, ça m'étonnerait. Donc voilà, c'est marqué en annonce forte parce qu'on ne sait jamais ce que Mario Draghi ou ce que n'importe quel banquier central peut dire, mais on n'a pas concrètement un rendez-vous majeur à 13h. Mais bon, ça nécessite quand même une attention particulière. Sinon, 14h30, là, ça sera le début vraiment de l'annonce majeure, ça sera l'IPC des États-Unis, comme vous pouvez voir sur
plan, sur un rythme mensuel, pardon, l'IPC est attendu neutre, donc inchangé par rapport à la précédente publication qui était en hausse de 0,2%, et l'annonce core, par contre, est attendue en hausse de 0,2%, comme la précédente publication. Et sur un rythme annuel, donc vous pouvez voir que on a l'IPC qui est attendu en hausse de 2,4% et le core à 2,1%. Si ça se confirme, ça serait une note particulièrement positive pour le dollar. D'ailleurs, regardons un petit peu la probabilité d'une hausse des taux de la Fed pour le mois de juin. Donc pour cela, on va sur le site de CME Group, qui varie un petit peu de Bloomberg. C'est important de regarder les deux, je pense, mais bon, puisque les particuliers n'ont pas Bloomberg, hein, cette alternative est vraiment bien. Voilà, donc pour le mois de juin, donc pour un mai, vous voyez que c'est un statu quo, mais pour le mois de juin, donc il y a 87% de probabilité d'une hausse des taux. 87%, ça a quand même bien augmenté. Il me semble que, alors, pour le mois de juin, alors vous voyez que elle augmente en ligne droite. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la hausse des taux du mois de juin est de plus en plus intégrée au prix. C'est-à-dire que si au mois de juin, la veille, pardon, de la hausse des taux au mois de juin, c'est-à-dire le 12 juin 2018, imaginons on a 98% de probabilité qu'une hausse des taux, ce qui est souvent le cas lorsqu'elle est pricée, eh bien la hausse des taux en elle-même n'aura pas d'impact positif sur le dollar parce qu'elle a déjà été intégrée au marché, elle a déjà été intégrée au prix. Maintenant, ce qui pourra faire varier le cours du dollar, ce sera les propos, les propos qui vont entourer cette hausse des taux, les commentaires de Jérôme Powell et également les nouvelles projections de la Fed. Voilà, mais en tout cas, on a une hausse de la probabilité et pourtant le dollar est en baisse. Voilà, donc c'est pas la probabilité qui fait tout non plus, mais donc voilà, l'IPC cet après-midi, si elle ressort à 2,1%, 1, ça devrait soutenir le dollar, et 2, ça devrait augmenter cette probabilité. Donc à terme, augmenter le risque baissier sur le dollar, parce que encore une fois, plus la probabilité tend vers 100%, plus moins il y a de chances que le dollar progresse. Donc plus le potentiel de baisse du dollar est important. Au niveau de nos index, ce matin, on regardait un petit peu avant de passer à Pro Real Time. On a l'IN qui rebondit, le NZD qui est en baisse, l'AUD qui est en baisse également de moins 0,29. En fait, on a complètement une inversion des tendances de la veille, en tout cas des extrêmes de la veille. Je vous rappelle la veille, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, nous avions ici, on avait le NZD, on avait l'AUD, et nous avions alors je me souviens plus c'était laquelle, la troisième devise, le CAD qui était en hausse, voilà. Et à l'inverse, on avait le yen et CHF en baisse. D'accord? Et là, regardez, on a l'AUD, le CAD et le NZD en baisse, et le GBP, le yen et l'euro en hausse. Donc voilà, on a quasiment l'inverse de ce qu'on avait hier. Donc c'est des prises de bénéfices concrètement. Ça se traduit par une prise de bénéfices. Donc voilà, NZD au niveau de l'index, regardez, sous cette résistance, donc globalement biais baissier à très court terme sur le dollar néo-zélandais. L'AUD, bon, on a eu un signal d'achat parce qu'on a clôturé au-dessus, mais bon, vu la journée positive, je pense que ça serait intéressant d'attendre encore davantage de signaux, comme par exemple un franchissement de 50 de la part du RSI, pour passer long sur le dollar australien. Voilà, donc attendre encore un petit peu davantage de signaux, même si on a une avancée positive en tout cas des perspectives un peu plus positives au niveau des relations commerciales futures entre la Chine et les États-Unis. Il y a encore quand même pas mal de jours les relations pourraient à nouveau se tendre, parce que ça va quand même extrêmement vite. Si on fait un retour une semaine en arrière, c'est quand même le pic des sanctions entre la Chine et les États-Unis. On n'avait vraiment aucune perspective d'un accord, en tout cas très 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 peu, c'était mineur, alors que là aujourd'hui, personnellement, si je devais mesurer sur une échelle sur 100%, pardon, la probabilité d'un accord commercial aujourd'hui, moi personnellement, j'estimerais à 80%. Alors qu'il y a une semaine,
je l'aurais dit à 50%. Vous voyez. Donc on a clairement une amélioration des perspectives commerciales, des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais ça pourrait encore changer. Ça change assez rapidement. Donc voilà, le dollar australien, ne vendons pas la peau de l'ours avant l'avoir tué, n'allons pas trop vite, même si on a eu un signal haussier. Vous voyez qu'aujourd'hui ça retrace une partie. Le RSI, certes on a une divergence haussière, mais il faudra attendre le franchissement de 50 pour avoir un momentum majoritairement bullish. Voilà, François qui nous dit ne pas oublier 20h, minutes de la fête. Voilà, c'est exactement ce qu'on a dit au tout début du webinaire. Donc 14h30 l'IPC États-Unis et 20h les minutes du FOMC. Le yen, donc vous voyez, rebond, mais vous voyez, est-ce que c'est un rebond qui est important? Non. Est-ce qu'il est jouable? Assez risqué quand même si bon, le yen revient sur son support, donc on va dire que la marge de baisse est dorénavant plutôt limitée, à mon sens, en tout cas d'un point de vue de l'analyse technique, mais bon, est-ce que c'est le moment de rentrer à l'achat? Je ne pense pas, on n'a pas les signaux, si apparemment on reste dans une correction. Voilà, donc le yen, les positions vendeuses sur le yen, faut commencer à s'intéresser à prendre des bénéfices, voilà. Le NZD donc sous résistance, la VUD pour le moment rien à faire. L'euro rebondit, le GBP, vous voyez que le GBP rebondit également. Le dollar, regardez le signal baissier sur le dollar, sur le l'USD index fait maison, enfin maison entre guillemets. BISO ascendant, donc on s'intéresse aux positions vendeuses lors de la cassure à la baisse. Et là, hop, cassure lundi, confirmation hier. Donc voilà, dollar, bon, on pourrait avoir un rebond avec l'IPC aujourd'hui et les minutes du FOMC, mais en tout cas techniquement, on a des signaux baissiers sur cet index, tant sur le BISO, enfin tant sur le prix avec le BISO, que sur le RSI avec le franchissement de 50. Et sur le DXY, regardez, DXY, échec sous 90, le RSI qui teste aujourd'hui son oblique de momentum, qui fait support, vous voyez, au niveau du prix. C'est-à-dire que depuis que on a cette oblique, le prix se maintient au-dessus des 88 points. Donc on peut très bien imaginer, en tout cas, si on a la question de cette oblique, ce sera un signal supplémentaire favorisant, enfin en tout cas suggérant une baisse du DXY. Donc moi je suis baissier en tout cas sur le dollar. Par contre aujourd'hui, vous voyez, il y a en tout cas potentiellement, il y aura sûrement la volatilité sur le dollar. Donc voilà, soyons prudents. Je pense qu'un retour à ces 2 moyennes mobiles est envisageable. Ça m'étonnerait que le dollar parte en ligne droite jusqu'à 88, à part si on a une inflation vraiment décevante et les minutes du FOMC qui sont vraiment très prudents avec très prudents. Dans ce cas-là, ça sera une grosse déception de la part du marché qui n'hésitera pas à vendre davantage le dollar. Mais bon, sinon, je pense qu'on peut attendre un retour à ces 2 moyennes mobiles pour shorter le DXY. Mais en tout cas, ma perspective à court, moyen terme sur le dollar est baissier. Voilà. Il est baissier. Donc l'euro va mécaniquement remonter. Vous voyez, le parfait range trading de l'euro. Donc si le DXY revient à 88, l'euro dollar reviendra à 1,25. Voilà. Vous savez que l'euro dollar et DXY sont corrélés à moins 0,90%. Moins 90%, pardon. Ce qui veut dire corrélation négative quasiment parfaite. Tout comme le gold. En moyenne sur du très long terme, je dis bien. Alors j'ai des questions sur NZD Yen, je vais y répondre juste après, je fais juste les paires majeures. Et ensuite je passe au croisé. Qui est objectif sur Euro USD, selon moi. Eh bien écoutez, puisque j'ai une perspective plutôt baissière, comme je vous l'ai dit, sur le DXY à court moyen terme, ma perspective sur l'euro est plutôt haussière. Voilà. Donc prochain niveau de résistance sur le dollar, 1,2417. Et en cas de franchissement de cette résistance, prochain objectif sera 1,25. Alors Raymond qui nous dit pourquoi y a-t-il un USD maison? Les professionnels utilisent en général le général, je suppose. Alors oui, le DXY c'est le plus connu et c'est également le seul indice, l'un des seuls, en tout cas le plus connu, le seul indice, on va dire, devise qui est tradable. Parce que le DXY c'est un indice, c'est pas un actif, c'est un indice qui regroupe plusieurs paires. Ouais, et le XY, le JXY, etc.
c'est des indices, c'est plutôt des indicateurs, parce que c'est pas tradable, c'est pas, vous pouvez pas acheter le GXY, alors que vous pouvez acheter le DXY. Voilà. Alors pourquoi faire un USD maison alors qu'on a le DXY, et parce que c'est le plus important. Et dans ce cas-là, étant donné que les volumes sont les plus importants sur S&P, pourquoi analysons-on le Nasdaq ou le Dow Jones si le S&P a le plus de volume? Vous voyez? Donc voilà, je dis pas que notre indice dollar est plus important que le DXY, pas du tout. Je pense que c'est important justement de croiser les analyses pour justement additionner, pour réconforter notre opinion, ou alors remettre en question notre opinion. Voilà, si on a le DXY qui diverge avec notre dollar index, eh bien le signal du DXY devra être utilisé avec parcimonie. Voilà, c'est mon opinion. C'est toujours important de toute façon de croiser les analyses. Par exemple, si vous faites une analyse du DXY, enfin du gold, qui diverge avec l'euro dollar, attention, parce qu'on sait que l'euro dollar et gold sont corrélés. L'euro dollar et gold sont corrélés. Regardez, euro dollar, gold. Vous voyez? Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement dépendants du dollar. Ces deux actifs. Donc vous voyez, si le gold demain évolue à la baisse pendant une semaine et l'euro à la hausse pendant une semaine, encore une fois, il faudra être prudent sur ces deux actifs parce qu'il y a l'un ou l'autre qui se trompe et qui va rejoindre l'autre, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de croiser les données et c'est pour ça que c'est important également de connaître les corrélations. Au niveau du pound, bah écoutez, le pound il rebondit, hein. Finalement il rebondit plus rapidement que prévu. Vous voyez que les 1,40 ça a été très propre, surtout la moyenne mobile à 100 jours, encore une fois, à 50 jours pardon. Le RSI, regardez le RSI, rebond sur 50. Donc on avait vraiment pas mal de signaux haussiers sur le GBP que personnellement je n'ai pas exploité parce que j'attends un retour en bas du canal. C'est ce qui m'intéresse le plus pour me positionner long sur du moyen terme. Voilà. Là le pound il revient à ses sommets aux alentours des 1,44, 1,43, 1,44 pardon. Je pense que vers ce niveau de prix, faut s'intéresser à prendre des bénéfices. Je ne dis pas que le pound ne peut pas progresser. GBP/USD peut continuer à progresser, même si le pound est neutre. Tout simplement grâce à la baisse du dollar. Baisse du dollar fait mécaniquement remonter l'actif comparé. Donc GBP/USD, si on a notre pound index qui se stabilise à ses sommets, vous voyez qu'il est à ses sommets le pound, ses sommets depuis le vote en faveur du Brexit, hein. Donc on a quand même un pound qui est assez élevé, sous résistance, et un dollar par contre qui a une marge baissière. Donc en faisant cette analyse, mon opinion est plutôt légèrement haussier sur le GBP/USD. Mais de là à inscrire des nouveaux records, ça me semble compliqué. Donc 1,43, 1,44 grand max, même 1,44 c'est assez élevé, vous voyez. Donc 1,4350, pour moi c'est la limite où il faut prendre des bénéfices, ou en tout cas une partie des bénéfices. Voilà. Et pour passer long, pour passer à l'achat sur le GBP/USD sur du moyen long terme, personnellement j'attends un retour vers le bas de ce canal. Voilà. Donc ça peut être un nouveau retour à 1,40 et payer les 1,40, hein. Mais si il revient à 1,40 vers le bas du canal, ça voudra dire que déjà la livre aura consolidé, aura respiré, donc le marché aura pris des bénéfices, le momentum se sera assaini, ouais, le momentum sera beaucoup plus faible et donc potentiellement un prix d'achat plus intéressant. Le NZD, donc on l'a vu, sous résistance, même en légère baisse matin. Le dollar qui baisse également, mais qui baisse moins, comme vous pouvez constater, que le dollar néo-zélandais. Donc voilà, NZD/USD qui se stoppe sous cette résistance à 0,7373. Donc voilà, pas de nouveau sommet attendu à court terme, en tout cas pour aujourd'hui, sur le dollar néo-zélandais versus le dollar USD. L'USD CAD, voilà, un puissant momentum baissier, vous voyez, sur l'USD CAD, 1,26, donc à peu près la clôture de 2007, ça a été atteint. L'objectif théorique de cette tête-épaule, c'est les 1,25. Personnellement, je pense que ça va être atteint, étant donné que le dollar
comme je vous le dis, j'ai une opinion plutôt baissier. À l'inverse, le CAD, vous connaissez mon opinion. D'ailleurs, on n'a pas fait un tour sur le CAD, nous n'avons pas fait de tour sur le CAD Index. Le CAD Index retrace presque 50% actuellement. Donc, la marge haussière du CAD, dorénavant, est plutôt limitée. Mais il y a encore une petite marge de progression, alors que le dollar, il est clairement orienté à la baisse. Donc voilà, l'USD CAD, si vous êtes à la vente, il serait peut-être intéressant de prendre une partie des bénéfices à ce niveau de prix, et pourquoi pas la seconde partie vers l'1,25. Je n'anticipe pas de franchissement des 1,25. Ou alors, s'il franchit les 1,25, je n'anticipe pas une sortie de ce canal. Voilà, vraiment, étant donné que le CAD Index est sous résistance, arrive quand même sous résistance, donc c'est probable qu'il consolide, et le dollar, bon, il est baissier, mais il ne devrait pas rencontrer un momentum baissier vraiment trop important. Donc pour ces deux raisons, je pense que l'USD4 va commencer à ralentir et créer peut-être un bottom. Je dis pas qu'il va rebondir, mais il va probablement consolider quelques séances, voire quelques semaines, autour des 1,26 et sans doute toucher les 1,25. L'USDCHF, vous voyez, donc là on a des signaux baissiers de plus en plus importants, pas encore suffisants. Faut attendre la cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Tant sur l'index, on est encore hier il y a eu une belle baisse du franc suisse, donc qui s'est éloigné de sa moyenne mobile, et tant sur l'USD-CHF. Vous voyez. Donc voilà, tant qu'on n'a pas franchement la moyenne mobile à 20 jours, tant que le RSI ne dépasse pas 50, ça me semble compliqué de vendre l'USD-CHF. Et l'USD-Yen sous pression. Voilà, je pense que l'USD-Yen va consolider à moyen terme entre 108, 105. D'ailleurs 108, c'est probablement un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, le yen, on l'a vu, le yen index arrive sur un niveau de support, il a retracé 50% de sa tendance haussière, de son impulsion haussière du début d'année, du premier trimestre concrètement. Donc le yen s'est quand même bien déprécié ces 2-3 dernières semaines. Donc ça me semble probable que deuxième quinzaine du mois d'avril, on ait un rebond du yen. Et donc, ça coïnciderait, vous voyez, un retour à 108 et vendre le dollar vers 108. Voilà, donc au niveau des paires croisées, comme vous l'aurez compris, ce matin les tendances sont plutôt inversées. Donc il va pas avoir des nouveaux scénarios, c'est les mêmes scénarios que la veille, sauf que globalement ceux qui sont pas rentrés ceux qui n'ont pas profité des scénarios de la veille, eh bien peuvent en profiter aujourd'hui avec des niveaux un petit rabais, étant donné qu'il y a des petites corrections. Mais donc au niveau des questions, j'ai une question sur NZD Yen. Donc NZD Yen, il est en baisse. Hein. D'ailleurs NZD Yen, on a dit de prendre des bénéfices depuis le début de la semaine. Donc voilà, je pense qu'on a fait un top sur NZD Yen. Encore une fois, si vous regardez le NZD Index sous résistance, donc perspective baissière, perspective court terme baissière, perspective de moyen terme neutre, tant que l'index oscille dans ce range. Yen arrive sur support, perspective baissière neutre, en attendant le rebond. Voilà. Donc, si on croise ces données-là, on a plutôt une opinion neutre, voire baissier, sur le NZD Yen. Donc voilà, moi personnellement NZD Yen, je pense que la prise de bénéfice est à suggérer. On aura peut-être une hausse jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. On pourrait avoir une nouvelle perspective haussière si le NZD sort de ce range. Dans ce cas-là, c'est possible. Tant qu'il se situe dans ce range, ça me semble compliqué que le dollar néo-zélandais vraiment surperforme sur du moyen terme le Forex. Et à l'inverse, donc la NZD, vous voyez que voilà, j'ai des questions sur la NZD, eh bien, en croisant l'analyse du NZD Index qu'on vient de faire et la UD, encore une fois la UD, quand même la perspective, j'ai plutôt une perspective positive sur la UD, enfin j'ai plus une perspective positive sur la UD que NZD. Maintenant c'est encore trop tôt je pense pour entrer à l'achat sur la UD, comme je vous l'ai dit au début du webinaire.
Mais voilà, quand on voit l'analyse technique, regardez, on se met sur un an. Entre l'AUD et le NZD, je vois que la marge potentielle hausse à court terme est plus importante sur l'AUD que sur le dollar néo-zélandais. Donc l'AUD, je vois bien surperformer le dollar néo-zélandais à court terme. Donc je ne serais pas surpris, disons, si l'AUD-NZD rebondit sur son support. Donc voilà, je pense qu'on peut attendre avec un petit peu de patience. Je pense qu'elle sera récompensée cette patience, mais voilà, attendre le retour à 1,05, puis le signal haussier. Bon, maintenant c'est possible, je pense, d'acheter 1,05 sans attendre le rebond, mais ça va être risqué. Voilà. Acheter dans une tendance baissière, c'est toujours risqué. Maintenant, si on a un rebond, ça confirme la correction qu'il va y avoir. Et donc l'AUD-NZD, la correction potentielle, donc si on estime qu'il va y avoir le rebond vers les 1,05, vous voyez, donc c'est, vous voyez, vers ce niveau de prix. C'est possible que l'AUD-NZD revienne vers les 1,08. Mais encore une fois, je pense que le point bas n'a pas encore été fait sur l'AUD-NZD. Donc voilà, ça me semble possible d'attendre un retour à 1,05 pour payer l'AUD-NZD. Mais c'est une paire qui m'intéresse particulièrement. Voilà donc pour ce qui est des paires croisées, honnêtement, pas grand chose à dire depuis hier. N'hésitez pas si vous avez des paires en particulier à me demander, voilà, j'analyserai. Mais par rapport à la veille, comme je vous l'ai dit, c'est des corrections des tendances de cette semaine. Donc voilà, c'est CHF qui est en baisse, l'AUD qui est en baisse ce matin, le NZD qui est en baisse, à l'inverse le yen qui est en hausse, pardon, le CHF qui est en hausse ce matin, excusez-moi, en légère, très très légère hausse, voire même neutre. Hein. Vous voyez que si on regarde ce tableau, CHF plus 0,02, en clair, il a la même tendance que le dollar ce matin. Ah, on peut voir quand même que NZD a grimpé depuis le début du webinaire, parce que NZD, début du webinaire, il était par ici, il était négatif. Maintenant, il est neutre à peu près face au dollar. On voit que ce matin, vraiment, c'est GBP-AUD, peut-être la plus tendancielle, et ainsi que l'euro-AUD. Faisons un petit tour rapidement sur ces deux paires. GBP-AUD, même si voilà, comme je vous l'ai dit, l'AUD a des fortes, en tout cas ma perspective est plutôt haussière pour le mois d'avril. Si on a, encore une fois, des relations commerciales qui s'améliorent entre la Chine et les États-Unis, l'AUD, ça va être la devise qui va surperformer les majeurs. Voilà. Donc, ça me semble extrêmement risqué de vendre l'AUD. Pourquoi pas en intraday, parce qu'on voit que ce matin, il y a une prise de bénéfice. Mais voilà, avoir des objectifs de swing vendeur sur l'AUD me semble très risqué. Donc, GBP AUD, moi, je pense que c'est possible de l'acheter jusqu'à 1,8440, peut-être. Voilà, en intraday. 1,8440. L'euro AUD. Voilà, on va chercher ce psychologique. Donc là, on est à 1,5983. On peut aller chercher un petit excès aux alentours des 1,6050, par exemple. Mais encore une fois, c'est la contre-tendance. Donc voilà. Raymond qui me demande le CHF yen. Alors, le CHF yen. Donc vous voyez, on a une correction encore une fois de la précédente impulsion. Donc on a eu le dépassement de 50. Maintenant, il reste à savoir si c'est un faux signal ou non. Pour cela, il faudra plutôt attendre une confirmation. Donc au lieu de payer le pullback, bon, faut pas oublier que encore une fois le CHF, on est peut-être sur le point de le payer pour jouer une correction de la tendance baissière, mais ne pas oublier que c'est le franc suisse est dans une tendance baissière. Donc, ouais, ne pas se précipiter non plus à faire de la contre-tendance. Quand on fait de la contre-tendance, c'est important d'accumuler les signaux et les confirmations. Voilà. Et ne pas vraiment, comment dire, trader les signaux précoces. Pour les corrections, je parle bien. Je parle bien pour les corrections. Puisque l'achat du franc suisse consiste à payer la correction de la tendance baissière, voilà, il ne faut pas
se précipiter. Donc CHF Yen, on attend patiemment. Si par exemple, imaginons finalement demain, enfin, cette semaine, on repasse au moyenne mobile à 20 jours, puis finalement le rebond du CHF Yen perdra, comment dire, ce scénario perdra de l'intensité, de la probabilité. Pardon. Voilà, mais donc garder un œil, hein, tout de même, CHF, voilà, faut garder un œil, faut attendre des confirmations. Au niveau des indices, donc ce matin, vous voyez que bon, les indices ont du mal à progresser. On est venu tester la moyenne mobile à 100 jours. Est-ce qu'on est venu la retester en intraday? Parce que c'était l'objectif, il me semble, intraday hier. Donc non, on n'est pas revenu à retester cette moyenne mobile à 100 jours. Donc voilà, l'objectif intraday du CAC n'a pas été concluant, mais quand même, hein, on a eu un CAC qui restait bien haussier et qui clôture, alors pile poil, regardez, clôture 5300. Concrètement, je pense qu'une clôture à 5300 invite à prendre des bénéfices. Voilà, nous sommes mercredi, on a l'euro qui progresse, on a le pétrole qui est baissier, le CAC quand même évolue de plus de 1% depuis le début de la semaine, près de 2 il me semble. Alors, voilà, 1,42%, et en 3 semaines, le CAC quand même est en hausse de 5%. On est au pivot, on est à la moyenne mobile de 100 jours, donc c'est, je pense, fortement probable que le marché prenne des bénéfices. Voilà. Donc voilà. Neutre sur du court terme, neutre sur le CAC à court terme. Je pense que le CAC va consolider entre sa moyenne mobile à 100 jours, qui est actuellement à 5323, et la moyenne mobile à 200, qui est aux alentours des 5290. Donc ça nous donne plutôt une perspective de range d'une trentaine de points. Voilà, donc je reviens rapidement sur le CHF Yen, hein, Raymond, on verra ça demain. Peut-être que demain, vous voyez que ces corrections qu'on a aujourd'hui seront effacées. Vous voyez, c'est peut-être une simple correction d'un jour. Et c'est sans doute le cas même. C'est sans doute le cas, mais bon, encore une fois, il faut attendre des confirmations lorsqu'on trade à l'inverse de la tendance. Déjà, trader à l'encontre de la tendance, c'est risqué. Donc si on n'attend pas de confirmation, c'est suicidaire. Voilà. Au niveau du DAX, même topo que sur le CAC 40. Regardez, les sommets de mars sont testés, pas de dépassement attendu ce matin, en tout cas, prise de bénéfice. Voilà, prise de bénéfice. Ce qu'on peut surveiller peut-être, c'est cette oblique de momentum. Donc vous voyez, si on a un retour du RSI sur cette oblique, ça pourrait être un point d'entrée pour passer à l'achat. Donc voilà, surveiller, faut surveiller cette oblique non seulement sur le DAX, mais encore une fois, faut faire des analyses qui convergent. Donc voilà, faut regarder cette oblique sur CAC, DAX, Eurostoxx. Normalement, si vous faites sur l'Eurostoxx, c'est suffisant parce que c'est quand même 60 à 70% de l'Eurostoxx est composé d'actions cotées sur le CAC et du DAX. Donc voilà, normalement si le RSI du Eurostoxx rebondit, il y a de fortes chances que ceux du CAC et du DAX le font également. Mais donc ces obliques m'intéressent, et je pense que c'est les points d'entrée swing à s'intéresser. Donc DAX, à court terme, consolidation entre un moyenne mobile à 100 jours, donc 12 200, donc 12 300 on va dire, et le plus haut de la veille, donc le plus haut de la veille est à 12 429. Donc on a un range 80 points environ aujourd'hui à mon avis sur le DAX. Le FTSE, c'est pareil, la livre qui progresse, pétrole qui est en baisse, donc voilà, FTSE ça devrait être le même, encore une fois le même topo que le CAC ou le DAX, donc les plus hauts de la veille comme résistance, 7270 points à peu près, et le support qui est à 7200, donc une perspective de range d'une cinquantaine de points en intraday. Et l'oblique de momentum qu'on retrouve également sur le FTSE. Et qui est selon moi à surveiller. Passe à Wall Street rapidement. Donc S&P, vous voyez que l'oblique de momentum est beaucoup moins haussière. Hein. Elle est beaucoup moins orientée à la hausse. Que ce soit sur le S&P, mais également sur les techs. Hein. Regardez les techs par rapport aux indices européens ou même britanniques. Hein. Vous voyez que c'est compliqué d'avoir une oblique aussi haussière que le CAC ou encore mieux
Pour le moment, il me semble, c'est le FTSE. Ah non, même pas. Non, c'est le CAC qui a l'oblique la plus haussière pour le moment. Enfin, les indices européens, globalement. Donc voilà. Momentum plutôt flat sur S&P. Néanmoins, encore une fois, je pense que la moyenne mobile à 200 séances, c'est une moyenne mobile qui statistiquement est fiable. Alors, il y a certes des moments où elle va être franchie, ce qui est normal, sinon ça sera un petit peu trop beau, mais voilà, statistiquement, on la connaît, cette moyenne mobile. C'est une moyenne mobile de long terme qui donne des points d'entrée intéressants pour se positionner long sur du long terme. Donc si vous êtes un trader de long terme ou si vous vous intéressez à quelques positions de long terme, cette moyenne mobile est, je pense, assez intéressante parce que c'est quand même une décote d'à peu près 10% depuis les plus hauts. Voilà, donc je pense que voilà, avec un petit peu de patience, c'est possible d'attendre le retour encore une fois à la moyenne mobile à 200 séances. Et la résistance, on peut le voir à court terme, c'est cette moyenne mobile à 20 jours. Tant sur le S&P, le Dow Jones, pardon, elle a été franchie, mais le RSI, résistance sous 50. Nasdaq, c'est pareil, RSI sous 50. S&P, RSI sous 50. Donc voilà. Voilà, je pense que avec un momentum baissier, comme ce qu'on a sur les indices américains, je pense que la patience est recommandée pour attendre un retour au moyen mobile à 200 séances. Maintenant, si demain on a le RSI des trois indices américains qui dépassent 50, dans ce cas-là, on pourra oublier la moyenne mobile à 200 séances et payer les breakouts. Tout simplement. Alors, est-ce que je peux répéter ma vue du DAX? Bien évidemment. Le DAX, donc tout comme le CAC, les plus hauts de la veille comme résistance à 12 429. Alors pourquoi? Tout simplement déjà parce que l'euro il est baissier, l'euro il est haussier, pardon, donc il va faire pression sur les indices européens. Et on a le pétrole qui est en baisse. Donc on n'a pas vraiment de catalyseur qui viendrait justifier une hausse. Voilà. Et donc le DAX, donc plus haut de la veille comme résistance, et support, la moyenne mobile à 50 séances, à 12 300 points à peu près. Et donc les commodities, l'or qui rebondit. Alors pourquoi on a un rebond de l'or? C'est pas vraiment la version pour le risque, hein. C'est surtout parce que le dollar baisse. Donc c'est normal qu'on a un rebond de l'or. Et à noter que bien évidemment, si l'XY revient à 88 points, l'or reviendra à 1360. Donc là, si vous avez une tendance baissière sur le DXY, qui est, en tout cas moi vous connaissez mon opinion, et bien dans ce cas-là, vous ne pouvez qu'être haussier sur l'or et l'euro. Voilà, donc et pareil, si vous êtes haussier sur l'euro-dollar, pardon, pas sur l'euro mais l'euro-dollar, parce que l'euro on peut dire l'euro-yen, l'euro-JBP. Donc si vous êtes haussier sur l'euro-dollar, normalement vous devriez être haussier sur le gold, ou alors il y a un problème enfin pas forcément un problème, ça peut être une stratégie, mais ouais, c'est plutôt assez risqué quoi. Et il faut vraiment des arguments pour vendre l'or en même temps qu'acheter l'euro-dollar. Voilà. Donc voilà, si vous êtes aussi sur l'euro-dollar, vous devriez être également normalement haussier sur l'or. Donc voilà, on peut très bien normalement imaginer que si l'euro-dollar revient à 25, l'or reviendra très probablement à 1350 voire 1360. Et le silver, à l'inverse, lui, silver, ouais, le rebond sur 16 dollars, reviendra aux alentours des 17. Si l'euro revient à 25 et si le DXY revient à 88. Voilà, un signal haussier pour l'argent, pour ceux qui n'ont pas payé, pour ceux qui ne payent pas le support, qui était plutôt risqué, hein, je vous l'accorde. Personnellement, c'était assez risqué de payer le support. Eh bien, regardez, on a une oblique baissière qui va faire pression à 3 reprises. 1, 2, 3. Donc si on a le breakout, ça peut être un signal haussier. Voilà, donc surveillez cette oblique, ça peut être intéressant. Et pour le pétrole, regardez le Brent, clôture à un plus haut depuis 2014. Voilà. Par contre, on peut voir qu'il y a une prise de bénéfice au sommet. Donc on n'a pas encore le catalyseur qui manque pour que le marché paye davantage le pétrole. Donc patience sur le cours de pétrole. Je pense que le risque est plutôt baissier pour le moment. Voilà, l'opportunité est plutôt baissière.
Donc pourquoi pas shorter jusqu'à 70$, voire même un petit peu plus bas. Vous voyez, 69, c'est possible. Et pour le brut, du coup c'est pareil. Le brut, on peut vendre les sommets pour viser les 65, voire même les 64. Ça me semble envisageable. Voilà donc pour cette revue de marché. Personnellement, je n'ai plus rien à rajouter. Alors peut-être un petit mot sur les cryptos. Bitcoin, Ethereum, les cryptos qui se stabilisent. Il y a des divergences haussières. Il y a des divergences haussières sur la plupart des cryptos. Donc ce qui m'invite à penser, en tout cas ce qui suggère un rebond ou en tout cas une consolidation au pire des cas des cryptos. Voilà, donc pour moi l'opportunité plutôt, je dirais entre guillemets, c'est surtout sur l'Ether. Parce que l'Ether, on a un très bon niveau de support à 400$, la divergence qui est quand même extrêmement importante, on avait le prix qui était survendu. Alors, attendez, il faut que je mette une échelle en logarithmique. Voilà. Donc en logarithmique, regardez. En logarithmique, on a cette divergence, le support, le momentum qui était survendu, mais également le prix, étant donné que le cours évoluait à la borne basse de son canal descendant, ce qui est synonyme de survente. Donc voilà, on a quand même pas mal d'excès, en tout cas pas mal de signaux d'excès sur l'Ethereum au mois de mars, qui pourraient être corrigés au mois d'avril, voire mai. Donc c'est possible que l'Ethereum fasse un plus 15, plus 20% depuis les prix actuels. Vous voyez qu'en tout cas depuis mon analyse, c'était lundi, donc il a déjà pris 5% et la probabilité, enfin, moi ma perspective c'est un retour vers 500$. Donc vers 485, 500$. Et donc mécaniquement, non pas mécaniquement, mais d'un point de vue corrélation, tout le marché des cryptos devrait continuer à rebondir ces prochaines séances, voire même prochaines semaines, au vu des divergences qui sont présentes sur l'ensemble des crypto-monnaies majeures. Et voilà, écoutez, ça sera tout pour ce point de marché. Pour résumer, si vous me permettez, c'est une prise de bénéfice sur les marchés actions ce matin. Après une belle journée positive hier, on arrive au niveau de l'Europe sur des résistances importantes, donc le marché prend des bénéfices, surtout qu'il y a eu un momentum aussi assez important ces 3 dernières semaines. Au niveau du forex, donc on a un inversement des tendances. Alors c'est pas un inversement, c'est une correction des mouvements qu'on avait depuis le début de la semaine. Donc voilà, tous les scénarios qu'on a vont probablement être dans le rouge aujourd'hui, mais voilà, mon analyse complètement de swing trading moyen terme ne change pas et je reste avec les mêmes tendances que je vous ai données hier ou même avant-hier pour ces prochaines séances, prochaines semaines. Voilà. Donc voilà, séance un petit peu délicate, mais peut-être que l'IPC et l'OFOMC vont être synonymes de volatilité et vont redonner un petit coup de mou, un petit coup à ce marché. Voilà, maintenant, ce qu'il faut surveiller, encore une fois, aujourd'hui, c'est l'IPC, les minutes de la Fed et donc le dollar. Dollar dont j'ai eu une perspective plutôt baissière. Voilà, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a une enquête qui est disponible à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à y répondre. J'ai déjà fait un premier, j'ai déjà avancé dans le bilan que je vous présenterai probablement la semaine prochaine. Voilà, et dont je proposerai des solutions suite à vos feedbacks. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, si vous avez rien d'autre à rajouter, ça sert à rien de répéter la même chose, étant donné que voilà, je vais simplement supprimer si c'est le même commentaire. Mais voilà, si vous avez d'autres suggestions, d'autres remarques, n'hésitez pas à répéter cette enquête et, voilà, comme ça on pourra avancer tous ensemble pour améliorer le contenu de ce point de marché. Voilà, bonne journée. Attention cet après-midi du côté des États-Unis avec les annonces qui vont tomber et sinon rendez-vous donc
personnellement demain pour mon prochain point de marché, étant donné que cet après-midi, il y aura le webinaire de Yoav et le webinaire éducatif de Yoav. Donc voilà, ce n'est pas moi qui vais faire le webinaire éducatif. Je prépare un webinaire éducatif sur Money Management pour la semaine prochaine. Et donc voilà, pareil, si vous avez des sujets éducatifs sur lesquels vous voulez que nous travaillons ensemble, n'hésitez pas à nous envoyer ces sujets par mail ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc cet après-midi, vous voyez, nous sommes le 11 avril. Ah non, pardon, il n'y a même pas de webinaire de Yoav Nizar de revue, c'est simplement la formation DailyFX Université. Donc ce soir à 18h. Donc la prochaine revue de marché, c'est la mienne, demain matin à la même heure. Voilà, encore une fois, bonne journée, excusez-moi, je me répète, bonne journée, à demain pour le prochain webinaire et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site DailyFX.